Bonjour, je suis Emilia. Et oui, maintenant nous sommes deux sur le podcast Femmes Actuelles. Et aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'Arielle Dombasle, qui m'a donné rendez-vous dans la bibliothèque de la Réserve, un grand hôtel parisien. Ensemble, on a retracé pendant près d'1 heure son enfance, sa carrière d'actrice, de meneuse de revue, de chanteuse. Et je vous avoue que cette artiste aux multiples facettes nous charme facilement avec son élégance et sa voix envoûtante. Je vous laisse écouter. Alors bonjour Arielle Dombasle. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir sur le podcast Femmes Actuelles. Nous sommes dans la bibliothèque de l'hôtel La Réserve. Oui. Alors pourquoi cet endroit ? Parce qu'il y a des livres et que c'est des vrais livres. Et donc on trouve des livres, on trouve bien sûr de la littérature de tous les pays. On trouve aussi beaucoup de livres d'art. Les coffee table books, mais qui sont merveilleux si on est un peu en avance ou en retard, eh bien on tourne les pages et on apprend plein de choses. On va retracer ensemble une partie de votre parcours, de votre vie, de parcours d'artiste aussi. Et j'ai lu que vous avez vécu une grande partie de votre enfance au Mexique et en France. Et comment ces cultures diverses vous ont influencé ? Qu'est-ce que vous en retenez de ça ? Eh bien, je suis vraiment à un carrefour de 3 forces. Je suis née aux États-Unis. Ma mère était fille de diplomate et donc elle a été élevée à New York. Et puis mon grand-père était ambassadeur au Mexique, d'où le Mexique. Mon père a rencontré ma mère et ma mère lui a fait découvrir le Mexique. Et lui, qui était d'une famille des grands soyeux de Lyon, les grandes manufactures de soie et de velours, a été absolument saisi par la beauté de ce pays et par sa culture et par toutes les civilisations précolombiennes qui ont précédé la période actuelle, et ils se sont installés au Mexique. Et donc moi j'ai été élevée au Mexique et ma première langue c'est l'espagnol. Et j'allais au Liceo Franco-Mexicano, et je me souviens qu'enfant je voyais mes parents qui parlaient français. Et je me disais, mais comme ils sont sophistiqués, un jour, moi aussi, je parlerai français. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je suis allée à l'école et au lycée. Et voilà, je suis trilingue et je suis différente dans les 3 langues. J'ai l'impression d'être différente. Et j'ai comme 3 personnalités. C'est intéressant, c'est la question que j'allais vous demander, si vous avez la sensation d'avoir 3 personnalités. Il y a 3 Arielles finalement, une Arielle américaine, une Arielle française, une Arielle espagnole. Oui. Comment ça se traduit chez vous ? Ça se traduit par exemple, nous évoquions tout à l'heure le catholicisme. Moi j'ai un catholicisme très fort et très ancré dans moi-même, la foi du charbonnier, parce que j'ai été beaucoup élevée par une nanny qui ne savait ni lire ni écrire, mais qui était absolument médusée, qui avait l'amour du catholicisme, del Cristo Rey, des églises, des monastères, des processions. Donc en tant qu'enfant, alors que mes parents n'allaient pas à l'église, moi j'allais à l'église. Et les chants et les fleurs et les processions et j'ai vécu une vie de catholique intense. Et donc c'est votre nanny qui vous a donné cette éducation catholique. Voilà, oui. Contre l'avis de vos parents ou pas nécessairement ? Pas contre, mes parents, ils voulaient peut-être sans doute avoir aussi la paix. Voilà, moi et mon frère, on était très élevés aussi par les gens qui nous servaient, par les nannies, et voilà. On vivait au Mexique dans une très grande maison avec beaucoup de personnel, et moi j'ai adoré ma nanny et ces gens qui étaient souvent illettrés. C'était vraiment des personnes adorables qui nous servaient. Je les ai tellement aimés. Et je me rappelle que ma nanny, je lui ai appris à lire quand moi-même j'ai appris à lire à l'école. Vers 11-12 ans, je lui ai appris, elle connaissait les chiffres, mais je lui ai appris un petit peu à lire. Voilà, c'était une jolie histoire. Oui, et j'adorais. Elle s'appelait Cecilia Estrada. Donc
les femmes de votre vie, un peu, c'est donc votre grand-mère, Oui. votre mère également vous a inspiré? Mais oui, ma mère, je perds ma mère, elle a 32 ans. Et donc, voilà, j'ai caché, vous savez comment sont les enfants, on cache tout ce qui nous différencie des autres. Moi, je ne disais jamais que je n'avais plus de mère. C'était un de mes secrets. Et étrangement, quand je l'ai dit assez tardivement. Et je l'ai dit une fois que j'étais en France, au bout de quelques années, j'étais au conservatoire de musique. Jamais je ne parlais de ça. Je ne parlais pas de ma différence. Je voulais toujours me fondre je voulais être adoptée, m'adapter, et je ne disais pas toute ma singularité. Je la cachais. C'était une forme de déni pour accepter ou... On va savoir, vous savez, c'est inguérissable. Et ce qui fait que, bizarrement, jusque maintenant, toutes les femmes que je rencontre, je les vois toujours comme des mères. J'inverse toujours, quel que soit leur âge, j'inverse le rapport. Les femmes beaucoup plus jeunes que moi me protègent. C'est étrange, mais j'ai ce rapport-là. Et j'aime beaucoup la compagnie des femmes. J'ai beaucoup d'amis filles, jeunes filles, femmes, et j'adore l'univers des femmes. Vous avez fait le Conservatoire de Paris, vous m'avez dit. Oui. Plusieurs cours de théâtre. Comment ça a démarré pour vous finalement? Eh bien, ça a démarré par la musique. On me disait que j'avais une voix qui était un trésor et qu'il fallait absolument la travailler, la développer. Et j'ai commencé par le bel canto et tout un parcours très classique. Ce qui m'a ouvert à la musique classique. J'en écoutais beaucoup parce que mes parents écoutaient beaucoup de musique. Je baignais dans la musique. Mais je ne m'étais jamais intéressée, je la connaissais. Là, je l'ai apprise. Et donc, j'ai petit à petit connu ma propre voix. J'ai eu des professeurs de chant extraordinaires qui m'ont... j'ai adoré mes professeurs de chant qui savent tirer de vous, là aussi, par la voix, ce qu'il y a de plus beau, de plus performant, de plus sensible. Et c'est toute le timbre, la couleur, l'émotion, l'intelligibilité. C'est un art tellement extraordinaire, le chant. Et c'est par le chant que je suis arrivée au cinéma parce que mon premier film, Perceval le Gallois, il fallait chanter, savoir chanter pour incarner cette héroïne du XIIe siècle, Blanche Fleur, Perceval le Gallois. Et donc, c'est en tant que chanteuse que je suis entrée au cinéma. D'accord. Mm-hmm. Et donc, la carrière d'actrice, finalement, vous ne l'aviez pas vue venir? Oh, si. Je dis toujours que j'ai commencé par être un bébé. Et puis tout de suite après, j'ai été actrice. Et j'ai été toujours celle qui fomentait les pièces de théâtre à l'école. C'est moi qui montais les ballets, les French Cancans, les pièces de Feydeau, la comédie. J'étais le leadership de tout ça. Mais multigenre du coup finalement, parce qu'on passe de Feydeau à la meneuse de rue. Voilà, exactement. Okay, et ça, c'est resté. Parce que oui. je fais toujours le grand écart, comme à la danse. Je fais toujours... J'aime que les horizons soient vastes et j'aime pas les frontières, j'aime pas les interdits, j'aime pas les fils barbelés. Ariel Dombal, vous avez conscience que vous êtes quand même une icône, vous êtes iconique, comme le nom d'ailleurs de votre album. Et on dirait que c'est un personnage finalement construit. Est-ce que vous avez conscience de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Ou est-ce que parfois vous vous sentez enfermé dans votre propre piège? Oh, tout le monde, parce que quand on est acteur, on a cette image déjà. Quand on est actrice, quand on fait des choses, on est immédiatement cerné, analysé, jugé, voilà. Et donc, très vite, je me suis aperçue que les gens vous mettent dans des images toutes faites, des préjugés, et que lutter contre ces préjugés, c'est très difficile. Donc, à un moment donné, il faut se dire, il y a mon image qui est là, qui est ce qu'elle est, et puis il y a moi.
Voilà. Donc vous ne prêtez pas vraiment attention en fait à ce qu'on dit de Non, vous. bien entendu, on est toujours blessé quand on lit des choses méchantes ou des contre-vérités. Mais bon, c'est tous les artistes du monde, tous, sans exception. Mais donc être star, parce que vous me disiez que quand vous étiez petite, vous étiez à l'initiative de pièces de théâtre, etc. Donc depuis petite, vous vouliez être quelqu'un, ou c'était par pur plaisir au début, sans attente particulière? Je ne voulais pas être quelqu'un, j'étais quelqu'un. Donc je sais que par exemple à mon cours de danse, j'avais une admiration mais phénoménale pour les danseuses qui étaient sur pointe, alors que moi j'étais trop petite. Je ne pouvais pas accéder encore aux pointes, j'étais pas assez forte. Et donc j'avais des modèles, et c'est resté dans la vie comme ça. C'est-à-dire que la figure de la ballerine me semblait une perfection. Et c'est une pirouette, cet équilibre, c'est jeté, tout ça, c'était une perfection. Et je retrouve ça, des moments de perfection chez mes contemporaines, dans les films, chez les sportives, chez les chanteuses, les cantatrices. Il y a des moments de perfection et on se dit, tiens, ce sont mes modèles. On les trouve en littérature aussi. Une espèce de moment de grâce suspendue. De grâce suspendue, et puis on se modèle. C'est-à-dire qu'on apprend l'amour par la littérature aussi. On apprend tout la fameuse phrase de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Eh bien, vous comme moi, on est devenus des femmes, on est né autre chose. Okay. Vous pouvez développer un peu Eh bien, le fait que tout est une construction, et tout est une construction à l'intérieur d'une cathédrale sociale, il faut s'adapter. Il faut s'adapter à son temps, il faut s'adapter aux sensibilités du moment, à la manière dont les choses sont dites. Voilà, maintenant, il y a la révolution de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas tout rejeter en disant « où va-t-on ?» Il faut au contraire se dire « tiens, c'est une révolution aussi grande que celle de l'invention de l'imprimerie. » Donc le changement, ça ne vous fait pas peur finalement Il était tellement énorme que c'est totalement vertigineux. Mais déjà, je crois que chacun, on se dit, tiens, je vais modeler mon rapport, par exemple, à cette merveilleuse amie qui est dans notre poche, qui est le téléphone. Et donc, moi, si je ne prends pas garde, je suis complètement addict. Je regarde 2 heures de sauvetage d'animaux en scrollant comme ça, mais donc je me dis mais c'est pas possible d'en être là. Et j'ai attrapé des addictions de l'époque, vous voyez. Vous êtes tombée dedans en fait. Je suis tombée dedans et j'ai beaucoup de mal à m'en défaire, et ça me manque, ça crée du désir, et ça crée une satisfaction immédiate, et je me dis eh bien non, résiste à cela. C'est la dopamine en fait qui est sécrétée dans le cerveau, et il y a des études qui le prouvent, tout à fait. Oui. Et on parle de changement justement, donc du temps qui passe et les changements qui vont avec. Est-ce que vous parlez pas de votre âge d'ailleurs dans une de vos chansons, vous dites I was born in 58 like you. Oui. Et est-ce que eh bien c'était parler de mon âge, mais je n'aime pas l'idée de la transparence moderne où on épingle les gens tout de suite avec leur âge. Je trouve ça absurde. L'âge est une chose complètement individuelle. Il y a des gens qui ont 60 ans toute leur vie. Il y en a d'autres qui ont 17 ans, d'autres qui en ont... Et on a un seul âge. Et c'est l'âge que l'on paraît, c'est l'âge que l'on porte. Et réduire les hommes et les femmes à des chiffres, ça me paraît absurde. Et sur les tombes, je me dis toujours comme c'est triste, on met juste la date de naissance et la date de la mort. On vous fiche dans une temporalité qu'on n'a pas choisie. On n'a pas choisi de naître, on n'a pas choisi de mourir, et c'est pourtant ce qui nous définit. Vous êtes un personnage public, vous êtes confronté sans cesse à votre propre image. Malgré vous, parfois vous pouvez, vous voyez. Qu'est-ce que
qu'est-ce que vous faites pour rester aussi jeune finalement? Est-ce que vous avez des secrets, le sommeil, le sport? Le secret, oui, le secret, c'est bon. Je suis un peu particulière parce que je n'ai pas de famille, je n'ai pas de repères familiaux. J'avais un frère que j'adorais, mais il est mort. Mes parents sont morts, mes grands-parents sont morts. Je n'ai pas d'enfants. Donc, je suis un électron totalement libre et totalement indéfini dans le temps. C'est comme ça que je me sens. Et je disais tout à l'heure, mais c'était une vérité, je me sens mon propre enfant. Et ça me donne aussi une liberté totalement vertigineuse, parce que c'est quelque chose qui est inconscient, mais je n'ai jamais voulu d'enfant. Dès l'âge de 12-13 ans, je savais que je serais une femme totalement accomplie, qui allait mener une vie absolument resplendissante, et que ça passerait par le fait de ne pas avoir d'enfant. Et vous la vivez, votre vie absolument resplendissante? Mais oui. Et une vie resplendissante veut aussi dire que l'on passe par des abîmes de douleur, parce que la vie est comme ça. C'est comme des grandes vagues qui vous écrasent par moments et on suffoque. On se dit mais... Et puis après, voilà, on renaît. Et c'est une succession c'est un toboggan incessant. Et avoir un enfant, vous aviez cette sensation que ça pourrait vous priver, cet épanouissement total? Non, j'avais la sensation terrible que je ne m'explique pas. Je n'ai jamais fait de psychanalyse et j'ai pas voulu faire de psychanalyse parce que je me suis habituée à ces petits chats qui peuvent devenir fous à l'intérieur de moi-même, ces petites forces de la destruction que l'on porte tous. Et je les ai plus ou moins apprivoisés, pas toujours. Et je ne veux pas les connaître davantage. Je sais que j'arrive par ma création, par le fait que je joue des personnages qui ne sont pas moi, que je vis une vie quand même absolument splendide en pouvant me permettre d'aller dans la fiction, d'exceller sur des scènes, de m'amuser, de créer de manière illimitée. Ça fait que j'apaise ces forces destructrices, parce que nous avons toujours des forces qui veulent nous mettre au-dessus de nous-mêmes et des forces qui veulent nous rabaisser et nous annihiler et nous-mêmes. On peut alimenter ces créatures qu'on a en nous. Voilà. C'est un peu comme l'ange et le diable sur les épaules qui... Oui, absolument. Et le mal parfois peut faire avancer aussi. Bien sûr. Et puis, est-ce que le mal, c'est ce qui fait mal? Non, c'est plus complexe que ça. C'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre du sentiment profond. On sait quand, par exemple, on se fait mal soi-même. On le sait. Pourquoi est-ce qu'on le fait? On ne peut pas savoir. Et je pense qu'il est bien aussi de pas tout connaître sur soi-même. Exactement. On s'auto-garde une part de mystère. Mais je pense que de toute façon, nous sommes des êtres extraordinairement mystérieux et qui connaissons tellement peu de choses sur soi. C'est impossible. Le corps a ses raisons. On ne connaît rien du corps. Nos gestes, aucun geste, les 3/4 des gestes nous sont inconscients. Tout ce qu'on fait, la part de l'inconscient est immense. Et l'inconscient nous mène, c'est un langage. Et on ne peut pas l'amadouer. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la psychanalyse pour les autres. Mais jamais je ne me mettrai sur un divan de psychanalyste. J'aurais l'impression... de ne pas du tout être à ma place. Ah oui, ça vous fait peur? Oui. Ouais. On va retracer un peu votre carrière artistique. Donc, vous avez été actrice, vous êtes d'ailleurs actrice, chanteuse, vous avez été réalisatrice, meneuse de revue, vous avez embrassé beaucoup d'aspects de toute l'industrie du divertissement. Est-ce qu'il y a un rôle que vous préférez?
Non, je crois que on essaye d'orchestrer la vie avec plus ou moins de talent et que c'est ça qui compte. Et souvent on me dit, mais Ariel, quel besoin tu as d'aller avec ce jeune metteur en scène qui n'a absolument rien fait pour ce rôle qui est totalement fantasque. Pourquoi aller là alors que tu peux faire telle chose qui est... Ben non, moi j'ai cette liberté toujours d'aller vers l'inconnu, d'aller vers le nouveau, de vibrer avec les gens proprement contemporains, et je ne suis pas du tout dans la mon Dieu c'était mieux avant, etc. Quand j'avais pas du tout, je ne suis pas du tout dans la mélancolie du passé. Oui, encore une fois, vous êtes très contemporaine, vous avancez en même temps que oui, et j'aime ma vie de tous les jours. Et comment vous vous définissez en fait finalement? C'est qui Ariel Dombal? Ben, je ne me définis pas, et ça ne m'intéresserait pas d'avoir une équation, une définition. À quoi bon, pourquoi faire. Comme beaucoup de choses dans la vie, il n'y a pas forcément besoin de mots pour les comprendre. Et donc vous avez été meneuse de revue au Crazy Horse, c'est ça? Oui. Oh oui, meneuse de revue au Crazy Horse, c'est-à-dire que je chantais au Crazy Horse. Vous chantiez Crazy Horse. Mais enfin, comme je dis, c'est dans les codes du Crazy Horse, c'est-à-dire on est à moitié déshabillé, on est habillé de lumière, magnifié, on est comme des joyaux dans un écrin. On est voilà, tout le corps parle, il est absolument mis en lumière, mis en perspective. C'est monacal finalement. Voilà, c'est une église, c'est un temple. Et justement, votre rapport à la nudité? Alors tout dépend du regard que l'on pose sur la nudité. Alors de toute façon, c'est toujours, par exemple au cinéma, la nudité c'est toujours très difficile parce que il ne faut pas, enfin moi je n'aime pas la crudité, tout ça se fait de manière orchestrée avec la lumière, le rythme, l'intériorité des personnages, l'émotion, il faut que tout soit extraordinairement pensé et bien mené, parce que sinon c'est effrayant, c'est très très difficile. Les scènes d'amour, tout est difficile au cinéma, mais les scènes d'amour, les acteurs ont toujours beaucoup d'appréhension, tous les acteurs du monde, parce que ça peut être violent et puis laid et puis obscène et puis c'est très compliqué. Et pour continuer un peu dans votre carrière, c'est avec votre rôle de Pauline à la plage que le grand public vous découvre. Donc ce n'est pas votre premier film, mais c'est là où vous avez été un peu révélé au public. Est-ce que la notoriété, elle est apparue d'un coup? Oui, la notoriété est apparue très vite et la notoriété m'a tout de suite semblé secondaire. Ça veut dire quoi, connu? Alors en effet, Miss Météo est plus connue que Delphine Seyrig. Bon, ben d'accord. Bon, ça veut dire quoi là, être connu? Et puis alors, par exemple, on me dit ah mais tu es très connu au Japon. Ou alors tiens, les Hongrois t'adorent. Ou tiens. Pourquoi au Japon? Non, mais parce qu'il y a comme ça quelquefois on enflamme un pays avec un rôle parfois, et on ne sait pas pourquoi. Et c'est comme ça. Mais c'est comme ce qu'on fait au cinéma ou au théâtre. On fait des choses remarquables. Moi, je me rappelle que je jouais du James, c'était Henry James, et d'une telle finesse. Enfin, c'est comme du Stefan Zweig. C'est une observation de la moindre fluctuation de l'âme féminine, des moindres sentiments, etc. Et donc j'étais très applaudie, j'étais ravie de faire ça, mais la popularité n'arrivait pas par ça, elle arrivait par un Indien dans la ville. Et après on se dit bon ben and so what, comme dit Andy Warhol. La popularité c'est quoi? C'est des gens qui vous disent ah je t'ai vu, je te connais, je t'ai vu à la télé, ou j'adore ce que vous faites. Mais les gens disent j'adore ce que vous faites. Parfois ils ne savent même pas ce que vous faites, ils vous aiment, on ne sait pas pour quelle raison. Vous parliez de Stefan Zweig, qui a un sens de l'observation très développé. Et il y a quelqu'un d'autre comme ça, c'est Eric Rohmer aussi, dans ses films, qui est très porté sur les dialogues.
Oui, qui est très porté sur les dialogues, l'observation aussi. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que le film préféré de ma mère, c'est L'Arbre, le Maire et la médiathèque, où vous êtes dedans. Et justement, votre travail cinématographique, il couvre un large éventail de genres, allant des films d'Éric Rohmer, par exemple, à des productions hollywoodiennes aussi, j'ai pu lire, et des comédies populaires françaises récemment. Vous avez joué dans la comédie de Philippe Lachaud, voilà, alibi.com. Et justement, c'est quoi votre définition du film populaire? Parce que vous êtes allé sur un terrain où on ne vous attendait pas forcément, donc vous n'avez pas de crainte à... Non. Alors justement, je vous disais que je n'aime pas les chapelles, les frontières, les fils barbelés, les assignations, les dictates, je n'aime pas tout ça. Et bon, quand mon agent m'a dit mais tu dois rencontrer ce metteur en scène, c'est pour jouer sa mère, un rôle de mère, ça va être très amusant, c'est très populaire. J'ai dit oui, je suis pas très enthousiaste, etc. Et puis j'ai rencontré donc le metteur en scène et j'ai vu quelqu'un de tellement charmant, de tellement inventif et de tellement talentueux que je me suis dit ça va être très facile d'entrer dans cet univers. Et donc on parle de populaire aussi, ça veut aussi dire participer à des émissions de télévision. Vous avez fait le grand écart, qui qu'à le dire, avec Danse avec les stars en France. Et quelle a été votre expérience dans cette compétition? Vous savez, on vous envoie pour... on fait ce qu'on appelle... On essaye de promouvoir notre art. Et donc, on vous dit, voilà, il faut faire telle émission parce que... Voilà. Et Danse avec les stars, on me l'a proposé pendant des années. Et je me disais, mais je n'aime pas l'idée de la compétition parce que je pensais à ce film « On achève bien les chevaux ». Et qui est tellement beau avec Jane Fonda et cette espèce d'idée d'aller jusqu'au bout de ses forces et puis d'être dans cette espèce d'absurdité de la compétition. Et une compétition, c'est toujours un peu absurde parce que comment on juge. Voilà. Et puis on m'a dit mais non, écoute là. Tu sors un nouvel album, c'est bien que le public te voit dans quelque chose de divertissant, ça va être bon pour l'album, ça va être bon pour toi, et puis tu sais danser, puis ça va t'amuser, et puis ils m'ont convaincu, et puis je me suis retrouvée là-dedans, qui est dans toute une logique de ce que c'est. C'est presque un reality show, mais de la danse. Et il y a des caméras tout le temps, pendant les répétitions, etc. Et puis c'est en même temps très orchestré. C'est de la télé-réalité. Télé-réalité mise au service de la danse et de juges qui vous notent et d'un public qui vous note. Et puis voilà. Et ça vous a dérangé ça ou finalement vous êtes amusé, vous avez réussi à... Je me suis amusée, c'était très dur physiquement parce que c'est des danses, c'est des foxtrots, c'est de la danse de salon. Il faut l'apprendre. Et sur une temporalité très courte en plus. Oui, on a très très peu de temps. C'est pas nous qui choisissons les musiques, ça m'a beaucoup fait souffrir parce que j'aurais préféré danser sur des choses qui m'exaltent vraiment. C'est pas le cas. Par exemple. Je ne sais pas. J'avais envie de danser par exemple sur du Donna Summer ou sur du William Farrell, ou des choses faciles et entraînantes. Puis non, on vous colle ce qu'ils veulent. Bon, donc et on ne choisit pas les danses non plus. Donc c'est vraiment un truc très disciplinaire. Mais c'est une compétition, il faut jouer le jeu, quoi. Et justement, pour continuer dans la télévision, vous avez souvent, votre nom est souvent apparu dans Masked Singer. Est-ce que c'est quelque chose... Masked Singer, on m'a tellement proposé d'être là-dedans. Oui. Mais je ne l'ai pas fait. Non, et vous n'avez pas forcément envie? Je ne sais pas très bien, je ne l'ai pas vu beaucoup. Les gens me disent, mais oui, c'est très drôle, etc. Mais je crois que j'en ai vu un tout petit fragment une fois, je ne sais pas ce que c'est. Okay. Mais on me l'a beaucoup proposé. Mais vous n'avez pas... Non, mais là, j'ai pas le temps de faire ça. Ok, d'accord. Vous êtes assez polyvalente, vous faites aussi de la musique et votre carrière musicale comprend des albums en français, en espagnol, en anglais. Et on en parlait au début, vous disiez avoir l'impression d'avoir 3 personnalités avec ces 3 langues que vous maîtrisez. Et quelle langue, en tout cas dans le chant, pour vous semble celle avec laquelle vous pouvez être le plus expressive et transmettre le plus d'émotions? J'aime beaucoup chanter en anglais et en espagnol.
et en français moins. Pourquoi? Parce que ça vous... C'est pas une langue qui est tellement faite pour ni pour le rock je trouve que le français est fait pour la chanson, la chanson variété, et que c'est très bien fait pour l'opérette. Il y a eu beaucoup d'opérettes qui étaient écrites, et qui avaient beaucoup de charme. Mais c'est un art qui a complètement disparu. L'opérette, ça n'intéresse plus personne. C'est comme une chose d'un autre temps. Exactement. Et vous avez aussi côtoyé des grands noms de la musique, notamment Nicolas Scare, et c'est une des dernières grandes icônes du rock'n'roll, en fait. Oui. Qu'est-ce qui vous a apporté dans votre carrière? Alors, il m'a fait connaître tout un pan de musique. C'est comme rejouer mon adolescence. Il m'a fait connaître d'être chanteuse dans un groupe de rock avec des rockers totalement disjonctés et dans un vrai univers de rock qui était extraordinairement éprouvant et difficile. J'étais un peu l'infirmière, l'enfant sage, et d'avoir à confronter aussi un aspect de démiurge et de destruction qui est inhérent au rock. C'est une révolte, c'est une chose sauvage, et c'était intéressant d'être là-dedans. C'était comme revivre une adolescence. Oui, c'est un peu une crise d'ado, le rock, en fait, oui. Quand on les voit se comporter sur scène. Ah oui, vraiment. Ça, vous disiez, les rockers déjantés, c'est un peu un pléonasme, finalement. Exactement, tout à fait. Et alors, je n'aime pas du tout les faux rockers qui font semblant d'être rockers. En mettant des bagues et du noir sous les yeux. Voilà, en pensant qu'avec ça, il va me sentir. Ce n'est vraiment pas ça. Et c'est vrai que Nicolas était le dernier rocker français. Et d'ailleurs, il en est mort, hein, parce que la destruction était trop inhérente. C'était un personnage tragique, quoi. C'était un personnage shakespearien. Et pour parler de votre album Iconics, oui. Donc votre dernier projet musical, vous rendez hommage à de nombreuses figures féminines, donc oui. Simone de Beauvoir, Marlène Dietrich, oui. Brigitte Bardot. Qu'est-ce qui vous a incité à faire ça? On parlait des femmes au début, c'est... Voilà. Eh bien, moi, j'ai toujours eu de grands modèles dans ma vie, des modèles de femmes que je rencontrais et que j'admirais, et puis les héroïnes de la littérature qui m'ont forgée, et puis ce que j'ai perçu des premières actrices de cinéma, des gens qui m'ont touchée, et voilà. Et j'ai voulu faire un Iconic, c'est un comment dire, un opus complètement féministe. Voilà. Alors il y a un hommage à Simone de Beauvoir, qui est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Quand j'ai lu Mémoire d'une jeune fille rangée, je me suis dit mais heureusement qu'il y a ces femmes qui pensent à ce qu'est la condition féminine. Donc j'ai écrit cet hymne Woman Just a Woman, qui est toutes les positions dans lesquelles peuvent se retrouver les femmes, et finalement la réduction à un préjugé. Parce que dans chacune, j'admire quelque chose de très fort, de très très fort. Et donc, voilà, Shirley Bassey, c'est le premier James Bond que j'ai vu, et j'ai aimé tout à coup ces femmes guerrières, ces femmes qui peuvent être espionnes, qui peuvent être des appâts, et qui sont des femmes fatales. Et la musique était tellement importante dans le film. Diamonds Are Forever, c'est une espèce d'affirmation sur l'éternité du diamant par rapport à l'amour, et c'était cette voix de Shirley Bassey, cette incarnation de puissance et de ce timbre, etc. J'ai adoré, donc je lui rends hommage. Et puis Marlène Dietrich, c'est une figure que j'aime beaucoup, qui a été une femme extraordinairement insolente, qui est la première qui a voulu se libérer, qui s'est habillée en homme, qui est allée, qui a revendiqué les cabarets, qui a revendiqué tous ces personnages avec un don de la métamorphose à chaque fois. J'ai adoré ça.
Et Barbie, pourquoi Barbie? Et Barbie parce que j'ai adoré ma poupée Barbie et elle a été un modèle pour moi pendant toute l'enfance. Et puis après, j'en ai beaucoup souffert quand on m'a comparé à elle. Et puis après, à une période, je me suis dit, mais il faut revendiquer cette poupée. Voilà. Et vous avez été avant-gardiste parce que vous avez tourné ce clip avant le succès planétaire du film. Bien sûr, Barbie. Oui. Et j'ai mis en exergue le côté féministe de la poupée Barbie. Oui. En fait, un peu comme dans le film, on a l'impression de voir un épilogue du film où on exactement. Donc, très avant-gardiste. On va parler un peu de votre relation avec votre époux, Bernard-Henri Lévy. Vous avez partagé, j'ai pu lire que rien n'est acquis en amour et qu'il est toujours important d'éblouir, surprendre et se faire désirer. Alors comment vous arrivez à entretenir la flamme au quotidien? Ah mais voilà, je crois que chaque femme doit sentir cette particularité en elle qui fait que il faut deviner l'inconscient de l'autre d'une certaine manière et se couler dans la fantasmagorie de l'autre et voilà, et toujours l'éblouir et toujours l'aimer et placer l'amour au poste de commande de la vie, et aussi une part sacrificielle parce que si on met l'amour en exergue au poste de commande de la vie, il faut lui sacrifier des choses. Et je remarque aussi que vous ne portez pas d'alliance. Est-ce que c'est Non, parce qu'on a perdu notre alliance, Bernard-Henri pendant la guerre à Sarajevo et moi dans la mer, dans le Pacifique. Et donc, l'alliance est partie et on s'est dit, ça fait rien. C'est pas important pour vous? Non, parce que notre alliance, notre amour va tellement au-delà de tout ça. Voilà. Joli. Alors, vous êtes également défenseur des droits des animaux et végétarienne. Depuis combien de temps c'est un combat pour vous? Quand est-ce que vous avez arrêté de manger de la viande? J'ai été écolo depuis que je suis toute petite et j'ai sauvé des animaux dès que j'ai eu 4 ans. J'ai vu que le petit âne avait une blessure et que l'énorme paquet de bois qu'il portait sur le dos frottait sur la blessure, et je me suis mêlée de la souffrance des animaux dans un pays très pauvre où il y a une misère terrible, et je me suis penchée sur la plus misérable des misères, qui est celle des animaux qui sont absolument méprisés. Et donc voilà, j'ai sauvé des iguanes, je me suis interposée dans des camions où il y avait de pauvres animaux assoiffés, agonisants. J'ai fait arrêter le camion, je jetais des seaux d'eau pour les rafraîchir. Enfin, j'ai fait tout ce que j'ai pu à mon humble niveau pour sauver les animaux. Voilà, j'ai toujours fait ça. Voilà, et puis j'ai un refuge de chats à Vence dont je suis la marraine et la bienfaitrice. Les gens abandonnent les chats et n'aiment que les chatons. Et donc là, c'est un endroit où j'ai fait arracher les cages et les barreaux, comme dans la vie. J'aime pas les barreaux, j'aime pas les prisons. Et donc, pour qu'ils aient un endroit où au moins ils soient libres, et des petits chalets où ils puissent se réfugier, et puis en espérant que les bonnes âmes viendront et se diront, tiens, ce chat, je vais lui rendre une vie heureuse chez moi. Et comment s'appelle votre refuge? Stella. Stella. Oui. Il est situé où? À Vence. À Vence. Oui, Saint-Paul-de-Vence, près de Saint-Paul-de-Vence. Et végétarienne, du coup, ça fait combien de temps? Oui, depuis très longtemps. Oui. Ouais, mais je ne digère pas les agonies, comme dit Marguerite Yourcenar. C'est comme si on me disait, écoute, mange un petit bout de toi, ça te fera du bien. Pour vous, les animaux sont comme les humains? Les animaux sont des êtres qui sont chaque espèce est très particulière. J'adore les oiseaux aussi, je les observe beaucoup. J'adore toutes sortes d'animaux différents, et il y a une communication qui se fait avec les animaux, notamment avec les animaux domestiques, qui est un lien tellement fort, tellement fondamental. Moi, j'ai adoré tous mes animaux, et ça a été une tragédie
quand ils ont disparu. Ah oui. Depuis plusieurs années, des femmes sont sorties du silence et brisent le tabou en révélant des comportements problématiques. Dernièrement, Judith Godrèche. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous êtes contente de cette libéralisation de la parole? Je crois qu'elle était essentielle parce que il y a 21 siècles d'asservissement, voilà, c'est tout. Mais que je trouve qu'on parle très peu des femmes afghanes qui n'ont plus le droit à l'éducation, des femmes iraniennes qui n'ont pas le droit de sortir cheveux au vent, et qu'on parle pas non plus de ce troc planétaire des femmes. Dans tous les pays pauvres, on vous échange encore pour un lopin de terre, et les mariages arrangés ont énormément encore cours, et ça c'est une chose mais révoltante au plus haut point. Et donc bien sûr que le cinéma doit être il faut essayer qu'il n'y ait pas ces abus insupportables, et qu'il faut que la parole soit libre. Maintenant, je n'aime pas non plus les positions victimaires pour vendre un livre ou voilà. Je n'aime pas non plus cet abus et ce féminisme castrateur qui peut être contre les hommes et les mettre tous dans le même sac du patriarcat brutal. C'est absurde. Et justement, comme d'autres noms, Nathalie Baye, Yvan Attal, vous avez été signataire de la tribune publiée dans le Figaro pour N'effacez pas Gérard Depardieu. Pourquoi c'était important pour vous d'apporter votre soutien? C'est-à-dire, je suis la marraine de Billy, qui est le fils de Julie Depardieu et Philippe Catherine. Et voilà, et on lui jetait des pierres à l'école en lui disant « ton grand-père est un violeur ». Et voilà, et je trouvais que c'était insultant de réduire quelqu'un, voilà. Mais maintenant que la justice fasse son travail, bien sûr, et puis on sait que c'est un personnage bigger than life, et il y a des aspects assez monstrueux chez lui, et donc là ça a été, mais maintenant on va voir, c'est la justice qui va trancher. Vous laissez ça aux mains de la justice. Ah oui. Mais vous comprenez aussi que certaines prises de position aient pu être critiquées. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça. Mais maintenant, on est dans une ère où il y a tellement de gens qui ont la parole, et tellement de gens qui jugent, et tellement de haters qui ont cette parole libérée. Et donc, il y a cette espèce d'amour du hate qui est devenu un nouveau plaisir. Et donc, il faut s'en protéger, parce que on n'a pas du tout envie d'être sous le joug de tout à coup tout ça, quoi. Le tribunal public. Ah ouais, le tribunal. Et est-ce que vous-même, peut-être, vous avez vécu forcément des agressions, mais des comportements problématiques sur des plateaux de tournage? Mais évidemment, et puis depuis que je suis tout enfant dans un pays du Mexique qui est assez machiste, j'ai eu peur des hommes, et plus tard, en tant que toute jeune actrice, je ne me suis jamais mis dans des positions d'aller à minuit chez un metteur en scène. Non, j'ai essayé d'éviter autant que j'ai pu, parce que évidemment, comme hélas toutes les actrices sans exception, j'ai été dans des positions effrayantes où c'était presque des deals. Je voulais parler aussi de votre style. Là, vous avez une robe, on peut la décrire, une robe rouge avec des lapins qui sortent comme dans un chapeau de magicien, c'est ça? Un petit peu, c'est vrai. C'est un peu Wizard of Oz. Oui, magicien d'Oz, exactement. D'ailleurs, je rends hommage à Judy Garland, que j'aime beaucoup. Et oui. Vous avez la mode et le style sont des aspects importants de votre identité. Et comment vous voyez justement ce lien entre la mode, l'expression de soi, le féminisme? Est-ce que pour vous, c'est important de cultiver ce style? C'est-à-dire que, vous savez, est-ce qu'on a trouvé son style? Est-ce qu'on trouve son style? On dit le style, c'est l'homme. Bon, voilà. Moi, j'ai toujours été plutôt... on m'a toujours dit que je devrais être plus low profile, d'une manière générale.
et que je devrais mettre des chignons, des souliers plats et mettre des grands imperméables et la jouer rase-mur et que ça serait beaucoup mieux. Mais je ne l'ai pas fait, voilà. On vous l'a reproché parfois d'être... Mais oui, justement. Quand on a voulu vous soumettre... En me réduisant à la fameuse poupée Barbie. Et vous n'avez jamais... jamais cédé. Voilà, je n'ai pas cédé. Peut-être qu'un jour, je serai plus sage. Sûrement. Est-ce que vous avez envie de vous assagir ? Non, voilà, pas pour l'instant. J'ai pas l'impression. Merci beaucoup, Ariel Dombal, d'avoir répondu à mes questions. C'était un plaisir de vous recevoir.